Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la Tchéquie. Alors, la Tchéquie est un pays d'Europe centrale. Alors, la première chose qu'on doit se poser, c'est Tchéquie, République tchèque, Tchécoslovaquie, quel nom doit-on utiliser? En fait, le pays est indépendant depuis 1993. Et en 1993, ils décidèrent d'adopter le nom de République tchèque. Mais attendez, en 2016, ils ont aussi officialisé le nom de Tchéquie. Donc on ne va pas s'embêter, on va utiliser le mot Tchéquie pour toute la vidéo et au moins c'est clair. Concernant la Tchécoslovaquie, on verra un peu plus loin qu'en fait c'est l'ancien nom, mais ça, on en parlera un peu plus en histoire. Alors, la République tchèque ou la Tchéquie est un pays d'Europe centrale de 78 070 km². Ce qui est un petit peu plus petit que l'Autriche, beaucoup plus grand que la Slovaquie. Et lorsque vous voyez sur cette carte, eh bien, à l'exception de la Slovaquie, tous les voisins de la Tchéquie sont beaucoup plus grands. Alors déjà, vous avez l'Autriche et la Slovaquie, qui sont ses voisins méridionaux, avec qui ils formaient l'Empire autrichien puis austro-hongrois. Mais ce ne sont pas ses plus longues frontières. En effet, les deux plus longues frontières sont avec l'Allemagne et la Pologne, aux alentours de 800 km de frontières. Enfin, comme vous pouvez le voir, la Tchéquie n'a pas accès à la mer, il s'agit donc d'un pays enclavé. Concernant le relief, alors vous pouvez voir que toutes les frontières de la Tchéquie sont en fait des montagnes. Ici, effectivement, vous avez les Sudètes. Alors, vous avez trois types de Sudètes. Vous avez les Roubi Jesenic, vous avez les monts Orliké et ici le mont des Géants. Donc ici, c'est la partie la plus haute. Justement, vous avez le pic de Snežka de 1602 mètres. Alors, 1602 mètres, effectivement, ça ne fait pas beaucoup pour une montagne. Je vous l'accorde. Et en fait, vous voyez que toutes ces montagnes sont des montagnes moyennes. Mais on va continuer. Donc, avec la frontière polonaise, c'est ce qu'on appelle les Sudètes. Ensuite, avec la frontière allemande, vous avez les monts métallifères. Vous avez énormément de mines d'étain, d'argent, de nickel et de cobalt. Et ici, vous avez la forêt de Bohême, qui est effectivement un massif forestier, mais qui sont aussi des montagnes. Donc, vous voyez que tout autour de la Tchéquie, ce sont des montagnes moyennes, peu élevées. On n'est pas dans le cas des Alpes. Et à l'intérieur du territoire tchèque, le territoire est aussi accidenté. Ici, vous avez le plateau de Bohême et ici, vous avez le plateau de Moravie. Concernant les fleuves, vous avez le fleuve le plus connu de la Tchéquie, qui est la Vltava. Donc la Vltava, elle prend ses sources justement dans la forêt de Bohême. Elle passe par Prague, c'est pour ça que c'est la plus connue, avant de se jeter dans l'Elbe. Donc l'Elbe qui prend ses sources dans le Mont des Géants et comme vous savez, continue en Allemagne. Donc la Vltava et l'Elbe sont deux fleuves importants. Et ensuite ici, vous avez la Morava qui prend ses sources dans les Sudètes avant de former une partie de la frontière entre la Tchéquie et l'Autriche, la Tchéquie et la Slovaquie, et ensuite elle formera la frontière entre l'Autriche et la Slovaquie. Donc au niveau des fleuves, il en est ainsi. Le climat de la Tchéquie est un climat continental. Concernant la géographie humaine, comme vous pouvez le voir, la ville la plus connue de la Tchéquie est Prague, puisque c'est la 4e ville la plus visitée en Europe. Le pays compte, lui, 10,7 millions d'habitants, mais Prague, puisque la population du pays est de 86% de citadins, Prague, à lui seul, constitue 1,2 million d'habitants. Donc on n'est pas dans une macrocéphalie comme la Hongrie ou comme l'Autriche, mais vous pouvez quand même observer que Prague constitue à elle seule 11% de la population du pays. Et il forme aussi 30% du PIB tchèque. Donc vous voyez que vous avez une concentration de la population et une concentration de la richesse. Après Prague, la deuxième ville du pays est Brno, qui est ici à 300 000 habitants.
Puis, il faut mentionner Ostrava, qui est aussi à 300 000. Ensuite, vous avez Pilsen, qui est connu pour sa bière, qui a 180 000 habitants. Et enfin, vous avez Liberec, au nord, qui dépasse à peine les 100 000 habitants. Donc, vous voyez que le territoire est formé de villes, mais notamment que tout est concentré à Prague. Le taux de fécondité de la Tchéquie est de 1,33. Alors, dans les années 90, c'était même encore beaucoup plus bas. Donc, on pourrait se dire qu'effectivement, le pays revient de loin. Mais comme vous le savez, il faut 2,1 enfants par femme pour que la population puisse continuer à augmenter. Et on voit que la population n'augmente pas, diminue très légèrement. Et c'est ce qui explique qu'il faut effectivement des étrangers. Alors, concernant les étrangers, vous avez justement 6% d'étrangers, surtout des Polonais, des Slovaques, des Ukrainiens, des Russes, donc des gens qui parlent une langue slave, mais aussi vous avez une forte communauté vietnamienne. Concernant le découpage administratif, alors comme vous pouvez le voir, la Tchéquie est formée de 14 kraïs. Donc les kraïs, ce sont des régions. En fait, cette carte est beaucoup plus significative de la Tchéquie, parce que la Tchéquie, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la Bohème, qui fait à peu près 2/3 du territoire tchèque, la Moravie, qui fait 1/4, et ensuite vous avez la Silésie qui complète. Donc en fait, vous avez 3 régions dans un pays. Et c'est important, cette dichotomie entre la Bohème et la Moravie, on va l'expliquer plus tard. Donc, les 14 kraïs qui sont ici sont en fait très inégaux entre eux. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez des kraïs qui sont très urbains, notamment le kraïs de Prague, d'accord, qui 100% d'urbain, et vous en avez d'autres qui sont très ruraux, par exemple Karlovy Vary. En fait, ce qu'on peut observer, c'est que ici, vous avez une forte concentration de la population autour de Prague et de la Bohème centrale. Alors, à noter que la Bohème centrale n'a pas de chef-lieu. Le chef-lieu de la Bohème centrale est à Prague. Donc, la Bohème centrale, c'est un peu une périphérie de Prague. Et ensuite, vous avez aussi une forte concentration en Moravie du Sud. Là, on trouve la deuxième ville, Brno. Et en Moravie-Silésie, là où vous trouvez Ostrava. Et ensuite, vous avez une Tchéquie du vide. Les kraïs suivants, Vysočina, Pardubice, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, ce sont des kraïs les plus ruraux et ce sont aussi des kraïs qui auparavant avaient une population allemande qui est partie après la Seconde Guerre mondiale et on n'a jamais réussi à repeupler. Avec l'exode rural, les choses ne se sont pas améliorées, c'est pour ça que vous avez vraiment une concentration là, ici et là. Et le reste, c'est effectivement un peu plus vide, un peu plus rural. Ensuite, concernant la langue officielle. La langue officielle de la Tchéquie, je vous l'accorde, c'est le tchèque. Alors, qu'est-ce que le tchèque? Alors, il faut savoir que vous êtes devant un pays homogène. Vous êtes devant un pays homogène parce que, justement, 97% de la population parle tchèque ou est ethniquement tchèque. Alors, qu'est-ce que le tchèque? Eh bien, en fait, le tchèque est une langue slave. Donc, c'est notre premier pays slave, donc je vais en parler un peu plus. Les Slaves, en fait, ce sont des tribus qui habitaient aux confins de la Biélorussie et qui se sont scindées en 3. Vous avez un groupe qui est allé à l'est, c'est les Slaves orientaux, un groupe qui est allé au sud, ce sont les Slaves méridionaux, et un groupe qui est allé à l'ouest, ce sont les Slaves occidentaux. Dans le groupe slave occidental, on retrouve justement les Tchèques, les Slovaques et les Polonais, ainsi que les Sorabes. Donc, le tchèque est une de ces 3 langues officielles. D'ailleurs, vous retrouvez les couleurs pan-slaves sur le drapeau de la Tchéquie que j'ai mis au début, parce que justement, les couleurs sont bleu, blanc et rouge. On reprend le drapeau russe. Et vous le retrouvez dans quasiment la plupart des drapeaux, drapeaux slovaques, slovènes, croates, serbes, russes, ont aussi adopté ce code couleur.
Le tchèque est aussi très proche du morave. Alors, qu'est-ce que c'est le morave? En fait, 10% des Tchèques sont en fait moraves, mais ils sont aussi tchécophones. C'est pour ça qu'on considère qu'il s'agit d'un pays homogène. Ici, vous avez les différents types de nuances entre le tchèque, le morave et le slovaque pour montrer que ces langues sont quand même très proches. Donc, par exemple, l'adjectif possessif notre, en tchèque, va se dire naché, en morave, ça va se dire nacha, et en slovaque, ça va se dire nach. Donc, vous voyez, c'est quand même très proche. Et si je prends un autre mot, par exemple, les roses, vous voyez rousser, rousa, rousser. Donc, vous voyez que c'est quand même très proche, mais je répète, les moraves sont essentiellement tchécophones. D'ailleurs, la question se posait lors de la partition entre la Tchéquie et la Slovaquie de savoir si la Bohème n'allait pas se séparer de la Moravie. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfin, vous voyez que le tchèque est une langue qui est située à l'extrémité occidentale du monde slave. Et effectivement, avec le slovène, ces deux langues sont les deux langues qui ont le plus été influencées par l'allemand. Vous avez plus de 1500 mots allemands dans le tchèque comme dans le slovène en raison de cette proximité géographique. Alors vous allez me dire, mais comment expliquer cette situation linguistique? Et comment expliquer que les Tchèques, s'ils sont effectivement très proches du monde allemand, comment n'ont-ils jamais pu être assimilés par les Allemands? Eh bien là, l'explication va se trouver dans l'histoire. Alors, concernant l'histoire, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les tribus slaves qui étaient justement en Biélorussie, au début du VIe siècle, vont commencer à émigrer vers l'ouest et ils vont justement s'installer dans la Tchéquie actuelle. Parce que, auparavant, ces terres étaient occupées par des tribus germaniques qui elles-mêmes ont dû subir une pression démographique, comme vous le savez, les fameuses migrations, et qui ont dû effectivement se réfugier à l'intérieur des frontières de l'Empire romain et l'effondrer par la même occasion. Alors, ici, ces tribus du VIe siècle, à partir de 620, elles vont être unifiées par un chef franc, Samo, donc que vous voyez ici. Et Samo va justement profiter de l'effondrement du Khanat d'Avar, dont nous avons déjà parlé, pour installer, unifier et créer le premier royaume de Bohême. Et par la même occasion, il va même repousser une tentative de vassalisation du roi de Franc, Dagobert. 2 siècles plus tard, les Slaves vont former un grand royaume, le royaume de la Grande Moravie, qui est un royaume païen situé entre l'Empire carolingien à l'ouest et l'Empire byzantin à l'est. Mais il est encore païen. Et par conséquent, l'Empire byzantin va envoyer Cyril et Méthode, dont on parlera un peu plus en détail en Bulgarie, pour évangéliser ce peuple et également traduire la Bible en vieux slave. Finalement, comme vous le savez, les Tchèques ne vont pas adopter le rite orthodoxe ou le rite byzantin, mais effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que la raison de Cyril et Méthode, c'était vraiment pour la Tchéquie, pour la Grande Moravie, et non pour l'Empire, la péninsule balkanique. À partir de 895, comme vous savez, les Magyars vont arriver. Et comme on l'a déjà dit dans la vidéo sur la Hongrie, eh bien, ils vont mener des razzias dont les premières victimes sont, entre autres, les Tchèques. Et finalement, ils vont s'en sortir. Comment? Eh bien, justement, en s'alliant avec les Allemands. La fameuse bataille de l'Eschwil de 955 dont je vous parle à chaque vidéo. En fait, ce que je dois ajouter ici, c'est que lorsque Otto Ier défait les Hongrois, il a aussi pour alliés les Tchèques. Et oui, donc les Tchèques étaient dans cette bataille. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus de razzia hongroise. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que la Bohême va tomber dans l'influence du Saint-Empire romain germanique, donc dans l'influence allemande, occidentale. C'est pour cela que le tchèque
utilise l'alphabet latin et également la religion chrétienne catholique. À partir de cela, la Bohème va s'intégrer petit à petit au Saint-Empire romain germanique. Et vous avez notamment des colons allemands qui vont s'installer dans le territoire de la Tchéquie. Et c'est très important de souligner parce que ces colons allemands, ils vont rester plus de 900 ans sur le territoire tchèque. Mais ce ne sont pas les seuls. Vous avez aussi des Roms, donc des Tziganes, qui vont aussi s'installer. Et aujourd'hui, vous avez encore une forte communauté tzigane en Tchéquie et aussi en Slovaquie. Et ces Roms vont en général exercer les professions de bûcheron, de tanneur. Et c'est de là que vient le fameux nom bohémien pour désigner justement les Tziganes en référence à la Bohème. Vous avez aussi les villes comme Prague qui commencent à se développer. Et effectivement, on peut constater que la Bohème, qui est un duché, devient un royaume à partir de 1085. Justement, le duc de Bohème est un allié indéfectible de l'empereur du Saint-Empire face aux revendications du pape, notamment lors de la querelle des investitures. Et exactement à partir de ce moment-là, ils vont en profiter pour demander d'élever le duché en tant que royaume en 1085. Et pendant ce temps-là, c'est une dynastie locale qui règne sur ce duché puis ce royaume qu'on appelle les Przemysl. Les Przemysl vont donc régner pendant 500 ans sur la Bohème. Et on peut dire que l'âge d'or de ce royaume, c'est justement le règne de Ottokar II. Donc justement, on peut voir les références avec Hergé. Mais Ottokar II est un roi puissant. Et comment il peut devenir un roi puissant? C'est qu'il s'appuie entre autres sur les mines de Kutna-Hora, qui était la plus grande mine d'argent en Europe au XIIIe et au XIVe siècle. Donc le duché puis le royaume de Bohème bénéficient de ressources considérables qui lui permettent d'exercer un rôle important, un rôle influent au sein de l'Empire. Malheureusement, Ottokar II va être défait par Rodolphe Ier de Habsbourg, on l'a vu dans la vidéo sur l'Autriche, mais il va mourir justement à la bataille de Dürnkruth en 1278. Mais c'est son petit-fils, Venceslas III, qui va être le dernier de la dynastie des Przemysl. Donc, une dynastie qui a régné pendant 500 ans. Et sa fille, Élisabeth de Przemysl, en fait, elle est mariée. Elle est mariée au comte du Luxembourg, Jean de Luxembourg. Comment c'est possible? Luxembourg est à l'ouest, la Bohème est à l'est. En fait, tout s'explique par le père de Jean de Luxembourg, qui est Henri VII. Henri VII est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, comte de Luxembourg, et effectivement, auréolé de la couronne impériale, il peut se permettre de marier son fils, Jean de Luxembourg, à l'une des héritières les plus prestigieuses de l'Europe. Et donc, Jean de Luxembourg introduit la maison du Luxembourg sur le trône de Bohème, mais aussi il continue la lignée, puisque vous voyez que vous avez, après Henri VII, le fils de Jean de Luxembourg, Charles IV, qui est aussi élu empereur du Saint-Empire, son fils Venceslas et son petit-fils Sigismond Ier. Donc là, on parle vraiment, surtout avec Charles IV, empereur, Charles V pour la Bohème. C'est la même personne, sauf qu'on n'a pas le même nombre. Alors, Charles V, c'est vraiment l'apogée de la Bohème. Puisque, justement, je répète, grâce aux ressources des mines de Kutna-Hora, il va construire la basilique de Prague. Il va construire le fameux pont Charles de Prague que tout le monde connaît. Il va ouvrir la première université au nord des Alpes. C'est véritablement l'âge d'or des rois de Bohème, qui est justement, comme j'ai expliqué, conforté par le trône du Saint-Empire. Et ce Charles va aussi
signé la bulle d'or de 1356. Donc la bulle d'or, qu'est-ce que c'est? C'est justement une réforme du Saint-Empire romain germanique où l'empereur ne doit plus forcément être couronné par le pape, parce qu'il y a justement des querelles entre les deux, mais il doit être élu par 7 princes électeurs. Ces 7 princes électeurs sont les seigneurs féodaux du Saint-Empire les plus importants. Et qu'y a-t-il parmi ces 7 princes électeurs? Eh bien, vous avez la Bohême, qui pourtant n'est pas une terre germanique. Donc vous voyez l'importance de ce règne. Ensuite, vous avez après Sigismond Ier, vous avez justement un certain nombre de crises, notamment la crise hussite. Alors qu'est-ce que c'est? Le recteur de l'université de Prague, Jan Hus, demande une réforme de l'Église et demande un retour de l'Église du Christ. Alors l'Église du Christ, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que seule la Bible est la seule autorité en matière de foi, que le clergé, eh bien, ce ne sont pas des cardinaux qui choisissent le pape, ce sont des prêtres qui doivent être élus par les fidèles. Le culte doit être célébré en langue locale et vous avez la communion sur les 2 espèces, c'est-à-dire le vin et le pain. Alors effectivement, c'est quelque chose auquel l'Église catholique n'est pas préparée, ne souhaite pas. Et malgré la protection de Jan Hus par l'empereur Sigismond Ier, vous avez en fait l'arrestation de Jan Hus, son procès, il est rendu coupable et il est brûlé vif en place publique. Donc ça ne plaît absolument pas au peuple tchèque, ça ne plaît absolument pas à la noblesse tchèque, et vous avez pendant 20 ans des révoltes qui sont liées à son exécution. Et justement, ces partisans, on va les appeler les Hussites. Et ça va être la crise, la révolte des Hussites. Finalement, ne pouvant résoudre ce problème, et voyant la menace ottomane arriver en Europe, le pape décide de signer un accord, un compromis avec les Hussites, officialisant, si j'ai envie de dire, officialisant l'avènement de l'église utrakiste. L'église utrakiste, qu'est-ce que c'est? C'est justement la reconnaissance de certains points, de certaines revendications des Hussites. Alors, dans cette crise, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est surtout la noblesse tchèque qui en sort renforcée. Pourquoi? Parce que justement, la monarchie de Bohême, qui était héréditaire, va devenir élective. Donc, autrement dit, c'est la noblesse tchèque qui va choisir dorénavant. Et alors, après Sigismond Ier, qu'est-ce qu'elle choisit? Elle choisit 2 candidats des Habsbourg, Albert II de Habsbourg et Ladislas le Posthume. Ça ne fonctionne pas. Elle choisit ensuite un noble tchèque, Georges de Poděbrady, qui ensuite conseille de prendre Ladislas Jagellon, qui est l'un des fils du roi de Pologne, qui est prêt à respecter l'église utrakiste et qui va ainsi devenir roi de Bohême et qui paraissait moins menaçant que la candidature du roi de Hongrie. Alors, pour la petite anecdote, c'est que Ladislas Jagellon, après être devenu roi de Bohême, va aussi devenir roi de Hongrie. Donc il règne sur les 2 royaumes, puis son fils Louis II de Jagellon va aussi être roi de Bohême et roi de Hongrie. On arrive en 1526 et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la bataille de Mohács, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo de Hongrie. Lors de cette bataille, le roi est tué. Il faut donc trouver un autre héritier. Et la noblesse tchèque, du coup, décide de choisir Ferdinand Ier de Habsbourg, qui récupère déjà le royaume de Hongrie, parce que, d'une part, il accepte de respecter l'église utrakiste, c'est très important pour les Tchèques, et d'autre part, parce que c'est un chef militaire vis-à-vis de la menace ottomane qui se propage dans les Balkans. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est ainsi que les Habsbourg vont régner sur la Tchéquie pendant 400 ans. Alors, pendant le 1er siècle, les Habsbourg sont respectueux justement de l'église utrakiste, jusqu'à Ferdinand II de Habsbourg, qui lui est très catholique et qui veut appliquer la contre-réforme. L'église utrakiste, comme vous avez pu le voir, c'est un peu
un prémisse de justement de ce qu'on va voir avec la réforme, avec le protestantisme. Et donc, naturellement, les Tchèques, soit restent utraquistes, soit certains demeurent catholiques, soit certains vont se pencher vers le protestantisme. Ce que Ferdinand II de Habsbourg ne peut accepter en tant que catholique fervent, en tant que fervent catholique. Et par conséquent, en 1618, lorsque deux nobles autrichiens représentant le roi sont arrivés au château de Prague, la noblesse tchèque, ne pouvant accepter à nouveau un compromis, décide, dans un mouvement de fureur, j'ai envie de dire comme ça, de jeter les deux représentants du roi par la fenêtre. C'est ce qu'on appelle la défenestration de Prague. Et cet événement qui peut paraître anecdotique va en fait être à l'origine de la guerre de 30 ans, donc conflit entre les catholiques et les protestants. Alors la réaction ne se fait pas tarder, les Habsbourg arrivent, c'est la fameuse bataille de la Montagne Blanche de 1620, durant laquelle justement vous avez la noblesse tchèque est complètement décimée. Elle est complètement décimée par les Habsbourg. Et vous avez, à partir de cette bataille, la ferme domination des Habsbourg sur la Tchéquie. Alors, comment ça se passe? Effectivement, ces élites sont subissent complètement la germanisation. La contre-réforme est appliquée, c'est pour ça que les Tchèques sont catholiques et il n'y a plus d'autonomie politique. Et ce, pendant 400 ans. Pendant 300 ans, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, au XIXe siècle, les Tchèques connaissent la révolution industrielle, c'est une région très industrialisée, c'est aussi une population très alphabétisée, c'est la deuxième après Vienne, elle connaît un essor de sa littérature, de sa culture, et vous avez également une diète à Prague, des élections libres à partir de 1907. Donc vous avez une vie politique, culturelle qui se développe jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui se passe après la Première Guerre mondiale? Comme on en a déjà parlé, vous avez le traité de Saint-Germain-en-Laye de 1919 et le traité de Trianon de 1920, au cours desquels, on décide de créer un nouvel État, c'est la Tchécoslovaquie. Alors la Tchécoslovaquie, qu'est-ce que c'est? On additionne la Bohême, la Moravie, la Slovaquie et la Ruthénie subcarpatique qui est tout au bout, qui maintenant fait partie de l'Ukraine. Et qu'est-ce que c'est que ces quatre peuples? Vous avez effectivement la Tchéquie, la Morave, les Slovaques et également les Ruthènes. Donc, on peut dire c'est un héritier de l'Empire austro-hongrois, parce que justement, alors en fait, c'est une addition de peuples. Vous avez les Tchèques, les Moraves, les Slovènes et les Ruthènes. Et vous avez aussi des minorités. Et donc, comme je l'ai noté, en 1930, 41% de la population est tchèque, donc c'est l'ethnie principale, mais ce n'est pas l'ethnie majoritaire. Donc, d'un point de vue développement politique, la Tchécoslovaquie fonctionne très bien, c'est une démocratie parlementaire. D'un point de vue économique, en 1938, la Tchécoslovaquie est la 10e puissance industrielle. Donc tout va bien. Le problème, c'est sa composition ethnique. Après le traité de Saint-Germain-en-Laye et le traité de Trianon, les Allemands et les Hongrois, ayant appartenu au camp des perdants, n'avaient pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, ils n'ont jamais voulu faire partie de la Tchécoslovaquie. Les Allemands voulaient faire partie de l'Allemagne. Et du coup, ils ont été instrumentalisés pendant l'entre-deux-guerres, justement par le Parti nationaliste allemand, pour justement appartenir à l'Allemagne. Ce sont justement les fameux accords de Munich, au cours desquels, effectivement, le chef du Parti nationaliste allemand décide ou essaie de convaincre les démocraties occidentales que si la région
allemandes de la Tchéquie, qui sont les Sudètes, font partie de l'Allemagne, eh bien, l'Europe connaîtra 1000 ans de paix. Effectivement, il a complètement berné les démocraties occidentales, puisqu'un an plus tard, vous avez le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait est là, la Tchécoslovaquie est démembrée. Vous avez une partie, les Sudètes, qui appartiennent à l'Allemagne. Et le reste devient un protectorat de Bohème-Moravie qui subit le joug des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, cet homme qui est Beneš, le président de Tchécoslovaquie de 1935 à 1948, comprend que la Tchécoslovaquie ne peut être pérenne que si elle est ethniquement homogène et signe les fameux décrets de Beneš dans lesquels elle expulse toutes les minorités qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ainsi que les Allemands qui formaient 20% de la population se retrouvent à 1,5% de la population. Et les Hongrois qui formaient 15% forment désormais que 4%. Par conséquent, les Tchèques deviennent majoritaires en formant les 3/4 de la population tchécoslovaque. Alors malheureusement, après, ils vont tomber sous le joug soviétique, mais effectivement, le problème ethnique est réglé de cette sorte. Il y a aussi une nationalisation des biens qui va entraîner un autre problème, c'est que vous avez des biens qui appartiennent à la famille du Liechtenstein, et le Liechtenstein, du coup, ne va pas reconnaître ces deux pays, mais on en reparlera plus en détail lorsqu'on parlera de ce micro-État. La Tchécoslovaquie se met fin à ses jours, on va dire comme ça, à la fin de la période communiste. Vous avez d'abord justement Václav Havel, qui est le président de la Tchécoslovaquie de 1990 à 1992, à la suite de la révolution des velours, mais on en parlera plus en détail lors de la Slovaquie. Et en 1992, démissionne parce qu'il ne veut pas accepter la scission entre la Tchéquie et la Slovaquie, puisque la Tchécoslovaquie, c'est l'union de ces deux États. Et il revient, du coup, en tant que président de la Tchéquie, donc père de l'indépendance tchèque, donc c'est un dramaturge et homme politique tchèque, et il va être président de 1993 à 2003. Son successeur, c'est justement Václav Klaus, qui va être président de 2003 à 2013. Alors, jusqu'à effectivement 2012-2013, le président de la République tchèque avait des pouvoirs conséquents. La Constitution est réformée. Aujourd'hui, le président de la République tchèque est élu au suffrage universel direct, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais on voit que ses pouvoirs sont restreints. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit toujours promulguer les lois, il a un droit de veto, mais il ne peut pas l'utiliser comme il le souhaite. Le Parlement peut faire opposition. Il peut notamment aussi nommer les juges de la Cour constitutionnelle. Donc, le système politique tchèque, il est essentiellement basé sur un régime parlementaire entre deux chambres et des élections au scrutin proportionnel. Alors, qui dit proportionnel dit effectivement une constellation de partis politiques. Le premier parti politique, c'est le CSD. Donc le CSD, c'est le Parti social-démocrate. C'est un très vieux parti puisqu'il a été créé en 1878, au moment de l'Empire austro-hongrois. Lorsque la démocratie revient dans les années 90, comme vous pouvez le voir en orange, c'est le parti qui domine. Et puis tout d'un coup, à partir de 2010, après la fameuse crise de 2008, la crise économique, effectivement, il perd des voix. Et aujourd'hui, il a complètement disparu. Donc le parti qui était dominant dans les années 90 n'existe plus. Il doit rester 3 sénateurs. Alors, quel est le cas de l'ODS, qui est le parti d'opposition de la CSDD, qui est le parti de droite classique, c'est-à-dire conservateur sur les valeurs de la société, libéral sur les valeurs économiques. Eh bien, la CSDD, on voit la même chose. Effectivement, c'était le véritable parti d'opposition de la CSSD, et lui aussi s'effondre complètement avant de revenir, effectivement, aux élections de 2017 et 2021. Aujourd'hui, l'ODS est le parti au pouvoir. Toutefois, il est parti au pouvoir tout simplement parce qu'il a mené une coalition avec d'autres partis. Le Parti pirate,
le Parti chrétien-démocrate. Et donc, en fait, c'est une coalition qu'on nomme Ensemble qui mène. Et comment ces partis ont réussi à se coaliser? Parce que le vrai parti aujourd'hui, c'est le parti ANO, qui est dirigé par Babis. Babis, c'est un milliardaire. On va en parler dans les grandes entreprises. Il a fait fortune, justement, avec son entreprise. Et à partir des années 2010, il va se lancer dans la politique. Donc, le parti politique ANO, ça veut dire oui en tchèque. Et comme vous pouvez le voir, c'est le parti qui a le plus de pouvoir, qui a remporté le plus de sièges. Et par conséquent, c'est lui qui a aspiré les voix de la CSSD. C'est un parti de centre-droit qui souhaite que la Tchéquie se maintienne dans l'Union européenne, mais qui n'est pas pour l'adoption de l'euro, en tout cas pour le moment. Et effectivement, c'est un peu un parti populiste. Enfin, il faut noter le SPD, qui est le parti d'extrême droite, qui effectivement continue d'avoir un certain nombre de sièges, donc qui est anti-immigration, qui est pour la sortie de la Tchéquie de l'Union européenne. Alors, justement, qu'en est-il de l'économie? Concernant l'économie, on peut voir que 5% de la population travaille dans le secteur agricole, 40% dans le secteur secondaire et 55% dans le secteur tertiaire. On constate que depuis le début des années 2000, la Tchéquie a une croissance économique de 2,6%, ce qui la place au-dessus de la moyenne européenne. Le PIB par habitant est passé de 63% de la moyenne de l'Union européenne en 2000 à 93% en 2022. Le PIB par habitant était à peu près de 12 000 dollars en 2000. Il est de 32 000, donc il a triplé en 20 ans. Le PIB lui-même est passé de 115 milliards à 288 milliards, soit une augmentation de 115% en 20 ans. Donc ce sont des chiffres qui sont exceptionnels. Enfin, le chômage était de 10% en 2000, il est à 2,4%. C'est l'un des taux de chômage les plus faibles de toute l'Union européenne. Alors, comment expliquer cela? Ce n'est pas le secteur primaire, puisqu'on a vu qu'il concerne seulement 5%. Le véritable moteur de l'économie tchèque, c'est le secteur secondaire. D'ailleurs, le secteur secondaire représente, comme on l'a vu, 36% de PIB tchèque, ce qui place la Tchéquie en numéro 2 de toute l'Europe, c'est-à-dire qu'aucune économie a autant une prépondérance au secteur secondaire que la Tchéquie, donc 36%. Et en fait, vous voyez que dans l'ensemble, la Slovaquie, la Hongrie, la Tchéquie ont un secteur secondaire prédominant. Alors, les raisons, elles sont simples, c'est que vous avez d'abord une main-d'œuvre qualifiée et bon marché, vous avez de bonnes infrastructures, notamment aidées par les fonds de l'Union européenne, et puis la position géographique. Ces trois pays sont au centre de l'Union, de l'Europe centrale, et ce qui joue énormément. Par exemple, 85% des exportations de la Tchéquie sont notamment les machines, les équipements de transport. Vous avez aussi les produits manufacturés. Il est à noter enfin que la Tchéquie n'a toujours pas adopté l'euro, plus pour des raisons politiques que pour des raisons économiques. Puisque, effectivement, la monnaie, c'est une manière d'exprimer sa souveraineté nationale. Enfin, le secteur tertiaire constitue les 2 tiers de l'économie. Et vous pouvez voir qu'effectivement, vous avez la plus grande partie, c'est le commerce. Et dans le commerce, en fait, vous avez le développement du commerce électronique en Tchéquie qui est très important. Notamment, vous connaissez tous Avast. Eh bien, Avast, c'est une entreprise tchèque. Vous avez effectivement les transports, les communications, les services financiers, les services aux entreprises, services aux particuliers et le tourisme, on parlera plus tard. Parmi les plus grandes entreprises tchèques, la première qui nous vient en tête est effectivement Skoda, Skoda Auto, qui fait maintenant partie de Volkswagen, mais qui est effectivement la voiture emblématique de la Tchéquie. Ensuite, vous avez Cets Group, qui est une entreprise de raffinage et de production de gaz et d'électricité. Vous avez PPF, qui est un groupe financier. Vous avez Agrofert, qui est justement un conglomérat pour l'agriculture, l'agroalimentaire, la chimie, qui est justement l'entreprise de Babiš, celui qui est à la tête de ANO, qui a été Premier ministre. Hein. Et enfin, vous avez Pilsner, qui est la marque de bière.
Alors, concernant le tourisme, on a dit qu'il représente 10% du PIB tchèque. Et effectivement, on ne peut ne pas mentionner encore une fois Prague, qui est la 4e ville la plus touristique d'Europe. Effectivement, Prague est connue, notamment pour sa cathédrale, son pont, son château. Mais il n'y a pas que Prague. Hein. Vous avez aussi Český Krumlov, vous avez Karlstein, Brno, Kutná Hora, qu'on avait mentionné pour les mines, donc Brno par exemple, Karlovy Vary pour justement ces termes, Pilsen pour la bière, Olomouc pour sa place principale, et vous avez de nombreux parcs nationaux, comme le parc national de la Suisse bohémienne. Ensuite, concernant la culture, nous devons d'abord mentionner la danse. Vous avez Bedřich Smetana, qui est considéré comme le père de la musique tchèque. Il est notamment l'auteur de plusieurs œuvres, dont Ma patrie. Vous avez Antonín Dvořák, qui est l'auteur le plus connu pour notamment la Symphonie du Nouveau Monde. Donc la Symphonie du Nouveau Monde, ça fait tin 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 tin. Voilà, bon, je ne vais pas faire plus longtemps. Ensuite, vous avez Leos Janáček, qui est aussi un autre compositeur. Et bien évidemment, qui dit Tchéquie dit polka. La polka, effectivement, est une danse qui est originaire de la Bohème. Voilà. Ensuite, concernant la personnalité, quel est le Tchèque le plus connu? Eh bien, le Tchèque le plus connu, c'est Franz Kafka. Alors, Franz Kafka, vous savez, c'est un écrivain et il est connu parce qu'il va mélanger justement le réalisme et l'absurdité. Il est connu pour être l'auteur du Procès, du Château, de la Métamorphose. Donc, la Métamorphose, c'est l'un des romans les plus connus où un homme, un jour, se réveille en tant qu'insecte géant. Et justement, dans ce roman, on va parler de la perte de l'identité ou de l'absurdité de la vie. Donc, effectivement, Franz Kafka est très connu. Il va influencer d'autres auteurs importants comme Albert Camus, comme Samuel Beckett ou comme Jorge Luis Borges. Donc, vous avez effectivement Franz Kafka, mais pas seulement. Vous avez Karel Čapek et Milina Jesenka, qui sont d'autres journalistes, écrivains, traducteurs. Vous avez le couple Corrie qui a reçu le prix Nobel de médecine, Jaroslav Erowski qui est aussi prix Nobel de chimie et Jaroslav Šefeld qui est le prix Nobel de littérature. Il y a aussi des peintres comme Alphonse Mucha, Joseph Soudek ou František Kupka. Au niveau de la gastronomie, vous avez le Vepro Knedlo Zelo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du rôti de porc avec du quenelle et du chou. C'est le plat national tchèque. Ensuite, vous avez le Zvíkova na smetane, qui est effectivement ici filet mignon avec de la sauce crème et encore des quenelles. Vous avez le goulash, l'incontournable goulash. Vous avez les brambora qui sont ici, ce sont des galettes de pommes de terre. Vous avez les kneklidi, donc ce sont les quenelles de pain qu'on retrouve dans la plupart des plats tchèques. Et vous avez ici la fameuse bière. Effectivement, les Tchèques sont les plus gros consommateurs par habitant de bière au monde. Vous avez ici notamment quelques marques comme la Pilsner, la Budweiser ou la Kozel. Concernant le sport, alors la meilleure performance de la Tchéquie, c'est aux Jeux Olympiques de 1992. Notez bien que dans cette épreuve, elle a remporté un tiers de toutes ses médailles, sachant que la Tchéquie participe aux Jeux Olympiques depuis 1920. Donc seulement un tiers pendant les Jeux Olympiques de Séville. Mais la Tchéquie se distingue aussi par le hockey sur glace, le cyclisme, le tennis et l'athlétisme. Bien évidemment, encore une fois, c'est une nation de football. Effectivement, ici, vous avez le ballon d'or qui est tchèque, Pavel Nedvěd. Mais la Tchéquie a remporté l'Euro en 1976. Elle a été finaliste en 1996. Elle a été 2 fois finaliste à la Coupe du Monde, effectivement, en 1934 et en 1962. Et on a aussi le club du Sparta Prague qui a été de nombreuses fois en Ligue des Champions dans les années 90. Alors, pour finir, effectivement, on a vu que les indicateurs macroéconomiques de la Tchéquie sont excellents. Ils ont un taux de chômage qui est très faible. Mais justement, ça va être aussi un des défis du pays. Parce que ce qui attire les grands groupes, notamment allemands, de s'installer en Tchéquie, c'est aussi parce que la main-d'œuvre est qualifiée et bon marché. Avec un faible taux de chômage, vous allez avoir pour conséquence une augmentation des salaires. Et du coup, on va grignoter la compétitivité de la Tchéquie.
Donc la question, c'est de savoir comment la Tchéquie va relever ce défi, sachant qu'on a également dit que la population vieillissait. Donc la Tchéquie a besoin de main-d'œuvre. Où est-ce qu'elle va trouver cette main-d'œuvre? Puisque, effectivement, c'est un pays qui a recouvert sa souveraineté il y a peu de temps et donc qui n'a pas forcément envie de la perdre aussitôt. Et donc, effectivement, la question de l'immigration interpelle sur la question de l'identité. La deuxième question, c'est les relations avec l'Union européenne, qui en plus lui impose des quotas en termes d'immigration. Donc ça va être quelque chose d'important. Et notamment la question aussi de si la Tchéquie va adopter ou pas l'euro. On a 20 pays qui ont l'euro. 26 peuvent accéder. Il y en a un qui ne peut pas sur des critères économiques, qui est la Roumanie, mais il y en a 5 qui le peuvent, notamment la Tchéquie. Donc quand est-ce que la Tchéquie va adopter l'euro? Ensuite, effectivement, vous avez vu que 70% des Tchèques sont contre l'immigration. C'est un sondage qui a été réalisé par le Centre pour l'étude de l'opinion publique. Mais il existe aussi un soutien croissant à l'immigration en République tchèque face à ces réalités. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. La dernière chose, c'est la question de la minorité allemande qui empoisonne les relations entre la Tchéquie et l'Allemagne étant le premier partenaire économique de la Tchéquie. Notamment, ils sont très influents en Bavière, dans la CDU. Donc, quelle est la question? Comment on va résoudre cette question dans le cadre de l'Union européenne? Voilà, comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous revois à très bientôt dans une prochaine vidéo.